L'Institut Pasteur fait des actions de formation et je classe dans les actions de formation les formations grand public. Les conférences 5 à 7 qui s'adressent à des grands problèmes de santé publique. Par exemple, hier, il y avait une conférence sur Alzheimer qui tombait en même temps que la journée. On fait aussi des kits campus. C'est assez spécifique de Lille. On accueille des enfants à partir de 10 ans, 10-12 ans, et à qui on fait visiter les labos, on leur fait faire une petite manip, ils extraient de l'ADN de banane et ils sont absolument ravis. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut semer pour motiver de futurs chercheurs. Je vais peut-être enlever la... Bien. Il m'était difficile de parler d'autre chose pour pour commencer ce cycle que de parler de Louis Pasteur et de cette vie incroyable qu'il a eue. Ça commence par une thèse d'université. En 1847, il a 23 ans et il commence sa vie scientifique par un coup d'éclat. C'est un homme d'origine modeste, fils de tanneur, enfin tout le monde sait ça. Et il décide de travailler sur des cristaux qui dévient la lumière polarisée et de s'attaquer à ce problème, cristaux de tartrate lors de la fermentation du vin. Vous savez que le vin est fermenté à partir du raisin, que le raisin produit des tartrates qui peuvent sédimenter, qui donnent cette poudre que l'on peut voir et qui cristallise. Et donc, les cristaux sont optiquement actifs si on les soumet à la lumière polarisée. Ça, c'était l'état de ce qu'on savait quand Pasteur a commencé. Et puis, il y avait des cristaux particuliers qu'on appelait les paratartrates, qui, eux, ne déviaient pas la lumière polarisée. Donc, il s'est demandé pourquoi les cristaux de paratartrate ne déviaient pas la lumière polarisée, alors que c'est exactement la même structure chimique. Donc, ce chimiste, sortant de l'école normale supérieure, s'attaque à ce problème. Et il cristallise près de 19 sels de tartrate. Et il observe que quand les sels de tartrate sont purs, eh bien, on a tantôt des facettes dans les cristaux, tantôt des facettes à droite, tantôt des facettes à gauche, suivant les sels. Et quand il regarde les paratartrates et qu'il les soumet à la lumière polarisée sous microscope, il s'aperçoit qu'il y a un mélange de cristaux droits et de cristaux gauches. Alors il fait une chose incroyable, il prend cristal par cristal sous le microscope et il sépare les cristaux. Et il montre que c'est exactement la même structure chimique, il confirme cela. Et il conclut que ce mélange de cristaux, que l'on voit uniquement chez les paratartrates, est dû à un mélange qui entraîne l'absence de déviation de la lumière polarisée. Et alors, quelques années plus tard, il fait une observation extraordinaire. Ces cristaux de paratartrate, qui ne dévient pas la lumière polarisée, quand ils restent en mois d'août à Strasbourg, ils se contaminent avec des champignons. Et au fur et à mesure de la contamination, le liquide de fermentation, si je puis dire, dévie la lumière. Et donc, il dit... la solution qu'on a mise devient optiquement active avec le temps, car les composés sont consommés, un des deux composés est consommé par les champignons. C'est très important. Des cellules vivantes vont consommer un seul des champignons, un seul des cristaux, ils sont capables de reconnaître spécifiquement. Il en conclut que tous les êtres vivants pourraient produire des composés asymétriques optiquement actifs et que l'étude de l'asymétrie moléculaire pourrait éclairer les origines de la vie. C'est une différence majeure entre la matière organique et la matière minérale. Voilà ce coup d'éclat, c'est une grande découverte qui a eu de conséquences importantes en chimie. Voilà comment il commence, ce jeune garçon de 23 ans qui commence sa vie scientifique. Quelques années plus tard, il va se tourner vers la fermentation. La fermentation, c'est un phénomène tout à fait qui est lié, comme vous le savez, aux levures, pas toujours, mais bien souvent aux levures. Et il va donc passer progressivement, entre 1854, la date de son arrivée à Lille, et 1873, la date où il abandonne
parce que la question est faite, il va travailler, est résolu, il va travailler sur la fermentation. Alors, on sait depuis l'Antiquité que lorsque vous laissez de la matière organique, eh bien, un corps vivant va pourrir, eh bien, ça c'est sepsis, si vous voulez. Donc, un phénomène de putréfaction avec puanteur et danger. À l'époque, on ne connaissait pas les bactéries, enfin, on les connaissait à peine. Et on connaît toutes sortes d'exemples de pourrissement. Et Aristote disait qu'il y a une transformation spontanée de la matière organique qui est positive par digestion, maturation, c'est le concept d'aide. Et ça, c'est la fermentation, par exemple, du fromage, du pain, évidemment du vin, de la viande, etc., de la bière, je veux dire. Et donc, les phénomènes de décomposition et de métamorphose, pourrissement, putréfaction, fermentation, moisissure, résultent d'une force vitale, le pneuma ou chaleur vitale, existant dans les substances organiques. C'est une vieille idée qui va durer presque jusqu'à aujourd'hui, en tous les cas jusqu'à Bichat, et qui sera battue en brèche au cours du XIXe siècle. Il n'existe pas de force vitale, probablement. La putréfaction génère donc des créatures vivantes, ajoute Aristote, qui naissent de la boue spontanément, des marées, de la pourriture causant des exhalaisons et des miasmes. C'est la théorie de la génération spontanée qui va durer jusqu'à 1865 à peu près. Et pour ce qui concerne la fermentation, le dogme, le paradigme à l'époque, c'est que la fermentation est due à des ferments. Ces levures qu'on voit, ce sont des ferments. Les chimistes considèrent que ce ne sont pas des organismes vivants, ils n'ont même pas eu l'idée de ça, et c'est des catalyseurs. Et donc la fermentation, c'est une catalyse. Ces levures décrites par les naturalistes accompagnent toujours la fermentation alcoolique et sont considérées comme des substances chimiques complexes agissant par contact chimique comme catalyseur et convertissant les sucres. C'est le dogme soutenu notamment par tous les chimistes de l'époque, notamment par Justus von Liebig, qui est le grand chimiste du XIXe siècle allemand. Là-dessus, la contestation arrive, et avec d'abord un Français, Charles Cagnard-Latour, puis Schwann et Kunzig, qui disent non, les ferments sont des microbes vivants. C'est un saut important, et ce que les chimistes appellent l'hypothèse ridicule. C'est comme ça en science, il y a des combats qui ont lieu, et il va y avoir plusieurs combats au cours de mon histoire. Alors la fermentation commence, disent les Cagnard-Latour et ses continuateurs, avec la présence de levures. Elle progresse avec leur multiplication, elle s'arrête quand la croissance est finie. C'est ce qu'ils observent. C'est-à-dire il y a une croissance des levures au fur et à mesure de la fermentation. Les levures, pour eux, sont des cellules vivantes qui se multiplient durant la fermentation, et il suffit de chauffer ou d'ajouter des antiseptiques, par exemple des sels de métaux lourds comme l'arsenic, pour arrêter la fermentation. Ça, c'est ce qu'ils observent. Et on en est là quand Pasteur arrive à Lille. C'est un jeune professeur de chimie qui a été nommé, à l'époque on nommait les doyens, il n'était pas élu, il a été nommé comme le premier, je pense que c'est le premier doyen de la faculté des sciences de Lille, et il est resté 3 ans. Et ces 3 ans ont été un épisode absolument déterminant sur sa carrière, puisqu'il va en 3 ans comprendre, concevoir le concept de la théorie des germes. Alors un de ses étudiants, lui est fils d'un industriel, un certain monsieur Bigot. Monsieur Bigot, il a beaucoup d'ennuis, il est à Mons-en-Barœul, il a beaucoup d'ennuis avec son jus de betterave, parce qu'il a, et je crois qu'il faisait de la bière, il a très souvent il a des lots adultérés et il ne comprend pas pourquoi, alors qu'ils font exactement pareil, tout est pareil. Et donc il a l'idée de demander à Pasteur une expertise en quelque sorte. Alors ça montre déjà, Pasteur au cours de sa vie, il a énormément travaillé avec les industriels, on ne se cloisonne pas, il n'hésite pas à aller sur place et à examiner. Et que voit-il sur place? Alors il a 2 instruments. On ne connaît pas à peine les bactéries à l'époque, je vous rappelle. Il a un microscope et il a un polarimètre. Et la première observation, les lots adultérés contiennent
au lieu de contenir de l'alcool éthylique, ils contiennent quelque chose d'autre qui est l'alcool amylique. Mais comme on connaissait la structure à l'époque de l'alcool amylique, il était impossible que l'alcool amylique vienne du glucose, comme le fait l'alcool éthylique. Donc, il y a première observation. Deuxième observation, le jus est optiquement actif et à cause probablement de l'alcool éthylique. Et il ne provient donc pas de la fermentation alcoolique. Mais il regarde au microscope et là, il voit que seulement dans les lots adultérés, il y a des tout petits bâtonnets, on ne parle même pas de bacilles, ça c'est les lots de bière de bonne qualité, ça c'est une espèce de vinaigre qui contient une contamination bactérienne, en d'autres termes. Il observe donc la présence de très fines structures très petites, qu'on appellera par la suite bactéries, associées aux levures dans les jus de fermentation adultérés. Il observe que quand il chauffe, pas forcément à très haute température, à 60, 100, en quelques minutes, sans ébullition, il prévient les contaminations et il tue les microbes, évitant que le vin tourne au vinaigre, le vin ou la bière. Eh bien, quelques années plus tard, il va breveter cette invention en montrant que quand on chauffe de façon itérative, on peut éviter de perdre le goût en chauffant trop fort. Et c'est ce qu'on appelle la pasteurisation qui a sauvé des millions de vies humaines, on peut le dire. Là-dessus, il continue à observer les phénomènes de fermentation. Alors, il y a la fermentation du lait, il y a la fermentation du vin, de la bière, du vinaigre, et puis il y a la fermentation butyrique du beurre qui lui permet de découvrir l'anaérobiose. La vie peut exister sans oxygène, ce qui était inconnu à l'époque. Donc, en 1857, il publie un mémoire sur la fermentation lactique, et il voit que la fermentation lactique est due non pas à des levures, dans ce cas-là, mais à des bactéries. Que la fermentation du vin, de la bière et du vinaigre sont dues à des levures. On sait que c'est Saccharomyces cerevisiae, et on connaît toute l'histoire maintenant par des études génétiques de Saccharomyces cerevisiae avec des variants qui s'adaptent au vin, à la bière, etc. Et puis, il définit d'autres bactéries beaucoup plus grosses qui sont les bactéries butyriques, Clostridium butyricum, qui donnent la fermentation à l'absence d'oxygène. Donc il propose un traitement prophylactique, c'est ce qui deviendra la pasteurisation par chauffage itératif qui va breveter. Alors, ces études sur la fermentation sont importantes parce qu'il va en tirer la théorie des germes. Donc, Pasteur est convaincu que le processus de fermentation est causé par l'activité de ferments vivants, reprenant les travaux de Cagnard-Latour et les autres. Et il écrit dans son mémoire pour la fermentation alcoolique qui paraîtra des années plus tard, il a travaillé toute sa vie là-dessus, l'acte chimique de fermentation est essentiellement un phénomène corrélatif de l'acte vivant, commençant et finissant par le premier. Je crois qu'il n'y a jamais eu de fermentation alcoolique sans l'organisation, le développement et la multiplication simultanée des globules. L'étape suivante dans son parcours, donc il commence à se dire, ben voilà, chaque fermentation a un germe spécifique. L'étape suivante a été la génération spontanée. Il va démontrer que contrairement à la pensée d'Aristote et contrairement à ce que tout le monde croit, il n'existe pas de génération spontanée, il n'existe pas de force vitale dans les substances organiques engendrant des créatures vivantes. Alors, il commence à s'intéresser à ça à la suite d'une publication d'un excellent scientifique par ailleurs, mais qui avait tort, mais enfin qui s'appelle Archimède Pouchet, qui était un professeur de Rouen, un jeune professeur, qui a publié un énorme livre de 800 pages qui s'appelle « L'hétérogénie ou traité de la génération spontanée ». Ce que faisait Pouchet, il prenait des bouillons, il les chauffait, ensuite il les bouchait et il voyait qu'au bout de 2 ou 3 jours, les bouillons étaient toujours contaminés. Vous allez voir pourquoi. Pasteur, lui, quand il faisait la même chose et qu'il bouchait, il n'y avait jamais de contamination, reprenant les expériences de Lazare Spallanzani un siècle avant, qui avait montré ça aussi. Donc Pasteur a repris cela. Et travaillant dans son laboratoire de l'École normale supérieure, il va pendant 4 ans démontrer
que l'air est en fait la source de contamination. Les bouillons se contaminent quand on ouvre le flacon, et parce qu'il y a des bactéries dans l'air. Dans cette pièce, il y a environ 1000 bactéries par mètre cube, donc nous respirons en permanence des bactéries, et c'est la même chose. Et il va proposer des expériences tout à fait brillantes, notamment les flacons en colle de cygne. Alors voilà l'expérience qu'il a faite et qui a déterminé l'Académie des sciences, qui a retourné tout le monde en sa faveur. C'est il prend un bouillon, il le laisse à la température, à l'air ambiant, le bouillon se contamine spontanément toujours. Ensuite, il chauffe le bouillon, donc, et il fait un col de cygne comme ceci. Non, oui, c'est ça, il fait un col de cygne, et il laisse le bouillon ouvert, et le bouillon ne se contamine pas. S'il casse le col de cygne, le bouillon se contamine. Parce que la critique qui lui était faite, c'est que quand on chauffe trop, on tue les principes vitaux qui sont dans les bouillons. Donc Pasteur maintient stériles ces bouillons sans chauffage, avec des flacons en col de cygne, et le rôle de la contamination de l'air est démontré. Il utilise de l'eau de levure, vous allez voir que c'est très important, et il fait des expériences de chauffage, de flacons de col de cygne, et il fait aussi des filtres de coton montrant que l'air contient plein de bactéries. Alors pourquoi Archimède Pouchet avait tort? C'était un bon scientifique, il était de bonne foi, mais il utilisait les infusoires de foin. Le foin, les infusoires de foin contiennent une bactérie qui s'appelle Bacillus subtilis, qui sporule. On ne le savait pas à l'époque, on l'a su quelques années plus tard. Tandis que Pasteur, lui, utilisait des infusions de levure très sensibles à la chaleur et à 100 degrés, parce qu'il montait jusqu'à 100 degrés et à l'ébullition, il tuait toutes les levures. C'est pour ça que ces flacons ne se contaminaient pas. Et là, au contraire, à 100 degrés, les spores résistaient et donc les flacons étaient contaminés. Donc, ces publications sur l'action de la chaleur et la génération spontanée ont arrêté la théorie d'Aristote, et il a été, qui était à partir de ce moment-là fini. Alors, Pasteur était souvent appelé comme expert, et dans le sud de la France, il a été appelé pour travailler sur une épidémie chez les vers à soie. Et c'est une histoire fameuse qui va entraîner la théorie des germes. Donc jusqu'ici, il a fait la théorie, il a mis au point, si je puis dire, la théorie de la fermentation. Chaque fermentation a un germe spécifique. Là, il va expérimenter, si je puis dire, sur des animaux, même si ces animaux sont assez loin de l'homme en apparence, les vers à soie. Alors on l'appelle en 1865, parce qu'à partir de 1865, je veux dire, une mystérieuse maladie est apparue, qu'on appelle la pébrine. Elle se répand dans la plupart des zones de production des vers à soie, et elle ruine l'industrie de la soie, en France, mais aussi dans d'autres pays de l'Europe de l'Ouest. Il existe plusieurs formes de cette maladie. Quand il arrive, on lui dit, il existe aussi la flacherie, le morphla et la gâtine. Pasteur va donc étudier cette maladie en allant vivre l'été à Alès, dans le sud de la France, où c'est au cœur de ces magnaneries où on cultivait les vers à soie. Alors il y a donc deux maladies principales. Voici des vers à soie normaux. Ici, c'est des vers à soie atteints de pébrine. Pébrine, ça veut dire comme des grains de poivre sur tout le corps. Et la flacherie, qu'on considérait comme la même maladie, c'est des vers flasques qui n'ont plus aucune vitalité et qui évidemment ne peuvent plus produire de soie. Ces vers se nourrissent de feuilles de mûrier exclusivement. Et donc la pébrine montre ces signes cliniques avec l'absence de production de fil de soie, et la flacherie, c'est ces vers bruns et foncés. Et il a toujours son simple microscope, et la première chose, il s'aperçoit que la pébrine est associée à la présence d'un germe, un protozoaire
qu'on appelle Microsporidie. C'est un protozoaire, il y en a 300 espèces, et puis il y a quelques espèces qui sont retrouvées chez l'homme, par exemple chez des patients sidéens, mais c'est un parasite qui atteint pas mal de métazoaires dans la nature. Et il s'aperçoit en fait, donc il voit ces parasites seulement dans les animaux malades. Voici un papillon, vous savez que les vers à soie donnent des papillons, qui pond des œufs, les œufs jaunes sont sains, et voici sa progéniture qui n'est pas saine, c'est-à-dire tous les œufs qui sont noirs sont des œufs parasités, et les œufs blancs sont sains. Et donc Pasteur va s'apercevoir qu'il existe en fait deux maladies différentes, qui sont totalement différentes, la pébrine et la flacherie, qui sont dues à des causes différentes. La flacherie, il a mis 2 ans pour s'apercevoir de ça. La maladie est d'origine, pour la flacherie, c'est une maladie d'origine nutritionnelle par prolifération bactérienne intestinale. On sait aujourd'hui que c'est dû à un virus qui entraîne une surinfection intestinale bactérienne. Et alors que l'autre est dû à un protozoaire. Il propose une prophylaxie efficace. Alors la prophylaxie, c'est se laver les mains, bien entendu, toutes les mesures d'hygiène pour éviter de transmettre la maladie, mais aussi c'est de sélectionner les œufs. Donc ils prennent les œufs qui sont en bonne santé et ils relancent les élevages avec ça, et comme ça en quelques mois, cette procédure plus l'hygiène et éventuellement des examens microscopiques ont permis d'éradiquer cette épidémie. Donc c'est un coup de maître, mais qui l'a fait s'intéresser aux animaux, et donc des animaux à l'homme, il y a pas beaucoup de distance. Donc, au terme des expériences sur le ver à soie, la théorie des germes apparaît, et ça va être une explosion, littéralement, à partir de 1865-1870. C'est une chasse aux agents pathogènes qui est démarrée. L'hygiène et la pasteurisation, comme vous allez le voir, se généralisent progressivement. Il y a une prévention on peut faire une prévention des infections nosocomiales, et on peut développer des vaccins, ce qui sera la suite de l'exposé. Donc en 2 mots, en 20 ans, on a trouvé tous les pathogènes faciles à voir au microscope, c'est-à-dire les agents de la lèpre, de la tuberculose, de la peste, du choléra. Enfin, c'est un incroyable florilège de découvertes, aussi bien de protozoaires, et même, dans certains cas, de virus, mais dans des conditions plus difficile que par la suite, parce qu'on n'avait pas les technologies. Voici Pasteur lui-même dans son laboratoire de Normal Sup, où il stérilise. Il propose donc le chauffage itératif, et ce procédé de stérilisation va être un procédé de prophylaxie pour éviter la contamination. Alors, je vous donne un exemple. Alors, il y avait un chirurgien anglais qui s'appelle Joseph Lister qui lisait la littérature, et quelqu'un lui a envoyé cette note d'un chimiste publiée en 1854 sur la fermentation lactique. Et à l'époque, la moindre plaie qui restait à l'air se contaminait. Et il s'est dit, en lisant l'article sur la fermentation, il est convaincu que les plaies suppurées et les gangrènes résultent de germes contaminants apportés par l'air, comme dans les processus de putréfaction et de fermentation. Et il a préconisé l'utilisation d'antiseptiques, il vaporisait l'air, enfin, avec un antiseptique qui est... Je sais pas, c'est pas moi ça? Non. Ah, excusez-moi. Je ne réponds pas, rassurez-vous. Donc, voilà. Donc, presque toutes les plaies se contaminaient. On parlait de pus, ils avaient des expressions pour le pus. Quand le pus devenait vert, c'était plutôt bon pronostic, etc. Mais on ne savait pas d'où ça venait. Et alors, les découvertes de Pasteur, suivies par Lister, popularisé par Lister dans le milieu médical extrêmement hostile d'une façon générale,
Pasteur était chimiste, etc. Jaloux un peu de son... faut pas croire que Pasteur a réussi facilement à convaincre les gens. Mais enfin, pour vous illustrer ça, voilà la première intervention chirurgicale sous anesthésie. L'anesthésie générale apparaît exactement au même moment, dans les années 1850. Et vous voyez le chirurgien Warren qui est en train d'extirper une tumeur vasculaire. Il est en redingote. Et à l'époque, les chirurgiens étaient en redingote. Et cet événement est historique parce que c'est la première fois que les chirurgiens opèrent sans que ce soit au milieu des cris épouvantables, car on faisait des interventions superficielles, certes, sans anesthésie. Et par exemple, on a le récit d'une jeune femme à qui on a enlevé le sein sans anesthésie, en 15 minutes. Souvent, il mourait pendant l'intervention à cause de la douleur. Il y avait 4 personnes qui tenaient... On donnait un petit peu d'opium, des choses comme ça, mais c'était terrible. Et quand... l'anesthésie est apparue avec l'éther, le chloroforme, etc. Il y avait le silence dans les salles d'opération, mais les gens mouraient. Alors on pouvait faire des interventions plus longues, mais les gens mouraient d'infection. Et voilà, déjà, quelques années plus tard, j'ai pas mis la date, mais vous voyez, la transformation complète des salles. Alors ce qui a convaincu une partie du corps médical, c'est... on savait que lorsqu'on ampute quelqu'un qui a une gangrène gazeuse, eh bien, lorsqu'on ampute quelqu'un, quelle que soit la cause, il y a 50% de morts par infection et gangrène gazeuse. Lister utilise la solution de phénol, il nettoie complètement ses plaies, etc. Il suit les principes pasteuriens. Là, il publie plusieurs papiers montrant que la mortalité tombe à 15%. Et Lister est donc considéré comme le fondateur de la médecine antiseptique. Donc la première partie de Pasteur est très fondamentale, très philosophique presque, mais c'est un coup d'éclat qui a des conséquences très très importantes sur toute la chimie. La deuxième partie, qui part de ses études sur les fermentations, aboutit à la pasteurisation, mais dans l'esprit le concept que chaque fermentation a son germe spécifique, de là à dire que chaque infection a son germe spécifique, et à la suite de la maladie des vers à soie et de la fin de la génération spontanée, il propose l'hygiène et l'asepsie, et cela entraîne, disons, une transformation totale et la découverte de la plupart des germes pathogènes. La dernière partie de sa vie, il était déjà âgé. Il est né en 1822, il commence en 1877, et c'est cette partie-là qui va le faire connaître au monde par surtout la vaccination contre la rage, sur laquelle je vais venir dans quelques instants. Alors, Pasteur a créé la microbiologie et il a aussi créé l'immunologie. L'immunologie naît en 1878 par une observation qu'il a fait sur le choléra des poules. Tout ça est très célèbre. Il y a des épidémies de choléra des poules, c'est une maladie diarrhéique épidémique qui entraîne des taux de mortalité qui peuvent atteindre 90%. Et ces épidémies régulièrement déciment les élevages de poules. Alors vous voyez, la poule ici est fatiguée, puis là elle va mourir de diarrhée. Mais là, il découvre d'abord le germe. Pastorella, on l'appelle maintenant Pastorella multocida. En 1878, il réussit à le cultiver et il reproduit la maladie. Quand il inocule cette bactérie, cultivée in vitro, il reproduit la maladie. Mais il va faire une observation capitale, c'est que, à la suite d'un incident, disons qu'on a laissé vieillir par inadvertance les cultures, au lieu de jeter les cultures vieillies, il les teste. C'est-à-dire qu'il y a des cultures vieillies, ils les injectent aux animaux, ils s'aperçoivent qu'ils ont perdu la virulence. Mais au lieu de tuer les animaux, ils vont ils décident d'éprouver ces animaux contre la souche virulente, parce qu'il l'a encore. Et donc, avec la souche sauvage, il va montrer que les animaux qui ont reçu la culture vieillie survivent. Et fait plus important, il s'aperçoit qu'au cours de l'épidémie, de rares animaux qui ont survécu vont excréter dans leur selle des bactéries très très dangereuses. Et c'est la notion de porteur sain qui va éclairer l'épidémiologie, toutes sortes de mystères liés à la propagation du choléra. Il y a des gens qui portent naturellement, sans aucun signe clinique, des bactéries. Donc il
voit que la virulence peut évoluer, donc on peut atténuer la virulence, et vous allez voir qu'il peut aussi l'exacerber, et ces cultures atténuées peuvent servir de vaccin et protéger contre une souche ultra-virulente qui tue les animaux normalement. Ça, c'est un mémoire qui est paru à l'Académie des sciences sur les maladies virulentes, et en particulier sur la maladie appelée vulgairement le choléra des poules. Alors là-dessus, il va s'attaquer à un problème différent, c'est un peu les événements qui ont guidé ça, c'est les épidémies de charbon. Le charbon, vous savez, c'est ce qu'on appelle vulgairement par un anglicisme l'anthrax. En réalité, en français, c'est une acception différente. Le charbon, c'est une maladie qui donne des épidémies dans le bétail, et qui est un des agents de la guerre biologique qui a été utilisé par exemple en 2001 pour l'attaque qui a eu lieu aux États-Unis. En 1874, un médecin de campagne qui s'appelait Robert Koch, un simple médecin de campagne, qui avait un microscope, il n'était quand même pas comme tout le monde, et il va étudier une épidémie de charbon, et puis il va réussir à la cultiver, et il va montrer que la virulence n'est pas altérée, et il va découvrir pourquoi la virulence n'est pas altérée, parce qu'il y a des spores très résistantes de charbon dans ces animaux. Il va découvrir les spores pour la première fois, 1874. Pasteur confirme le rôle causal de ces bactéries dans le charbon en repiquant plus de 100 fois sans modifier la virulence. La virulence est retenue par les spores, en quelque sorte. Et donc ça, c'est les spores qu'on voit ici. Et là, c'est la culture de Bacillus anthracis, et ici en milieu liquide, et là en milieu solide, les colonies de Bacillus anthracis. Pasteur a 59 ans quand il fait ses premiers travaux sur la vaccination contre le bacille du charbon. Alors je vous résume une longue histoire. Il commence à travailler pour atténuer, il cherche à atténuer le bacille du charbon. Et il utilise des procédés d'atténuation, la culture à 43 degrés ou le bichromate de potassium. Alors pour la culture à 43 degrés, on sait maintenant que le bacille du charbon est virulent parce qu'il a des plasmides, des petits chromosomes qui portent les facteurs de virulence. Et quand vous cultivez à 43 degrés, vous perdez ces plasmides et donc vous perdez une partie de la virulence. Et alors il est défié par un vétérinaire de Melun, Hippolyte Rossignol, qui lui dit faites une expérience publique sur le terrain. Alors ça, c'est vraiment Pasteur, au cours de sa vie, il a pris énormément de risques parce que on n'est jamais sûr quand on fait une expérience publique comme ça. Il était en train de travailler sur le vaccin et puis alors il dit oui. À côté de Paris, entre le 5 et le 17 mai, il inocule des cultures atténuées à 24 moutons, une chèvre et 6 vaches. Et puis le 31 mai, une quinzaine de jours plus tard, les animaux vaccinés et les contrôles sont inoculés avec une culture très virulente. Et c'est un triomphe. Tous les contrôles meurent et tous les vaccinés sont en bonne santé. Donc en France, alors, comme c'était médiatisé, il y avait une foule immense, il y avait plein de journalistes pour voir soit tomber l'idole, soit au contraire pour pouvoir l'aduler. La chance qu'il a eue, c'est que ça a marché. Il a utilisé le procédé au bichromate de potassium en passant. Et en France, en 1882, 85 000 têtes de bétail ont été vaccinées. Et en 1894, 3,4 millions de bétail ont été vaccinés avec une mortalité extrêmement faible par charbon. Le charbon a disparu en France. On utilise toujours une vaccination avec une souche atténuée aujourd'hui pour vacciner. Donc le charbon existe encore un peu partout dans le monde et décime les troupeaux, surtout en Afrique et dans d'autres pays. Dans nos pays, il existe quelques cas dans le bétail et une fois de temps en temps, on a un cas chez un jardinier ou chez quelqu'un qui travaille en contact avec la terre parce que la spore reste indéfiniment vivante dans la terre. Donc voilà, là-dessus, il va s'attaquer à la rage. Alors, je fais l'éloge des personnes âgées puisqu'il avait 63 ans. Imaginez-vous, il commence un sujet nouveau à 63 ans. Moi, ça me laisse plein d'admiration. Et le voilà ici dans un tableau célèbre dont on a repris l'image pour notre logo. Pasteur âgé de 63 ans. On peut faire des choses quand on a plus de 60 ans, comme vous le voyez.
Alors, voilà où il travaillait, c'est l'école normale supérieure. Il avait un labo où il a fait toutes ses découvertes sur le charbon, sur le choléra des poules, dans ce labo ici, qui précède la création de l'Institut Pasteur, et ça se passe rue d'Ulm. Alors, la rage. La rage, c'est une maladie de zoonose qui est très répandue dans le monde encore actuellement. Il y a beaucoup de cas de rage. Si vous vous promenez en Inde, etc., dans des villages, vous pouvez être mordu. Et il y a encore pas mal de cas de rage un peu partout. Ici, c'est à peu près la répartition épidémiologique, les taches noires, vous voyez, c'est surtout l'est de la France. Et donc, ça donne une encéphalite mortelle, mais toujours mortelle. Il n'y a pas de cas de survie. Avec une chose importante, une très longue incubation et après des morsures accidentelles. La plus souvent, c'est par le chien, mais ça peut être aussi le loup ou le renard. Donc ces animaux transmettent la rage. Alors c'est un syndrome neurologique, confusion, anxiété, insomnie, délire, paralysie ascendante, insomnie, dysphagie, hydrophobie, c'est un très bon signe, comportement anormal, hallucination et agitation. Quand les premiers signes cliniques apparaissent, c'est fini. On ne peut plus rien faire. J'ai vu quelques cas de rage qui étaient amenés en réanimation de l'étranger et on ne peut pas, on n'arrive pas à les récupérer. Alors, Pasteur s'intéresse à cette maladie et il savait en 1879, un vétérinaire lyonnais, Galtier, avait montré que la rage était transmise au lapin par la salive à partir de chiens enragés. Ça a intéressé Pasteur. Alors évidemment, il s'est précipité sur la salive et il a injecté la salive, mais la salive était contaminée. Il a découvert une bactérie en passant, je ne sais plus si c'était un streptocoque, mais en fait, la plupart du temps, il ne voyait rien dans la salive. Alors c'était un agent infectieux qui n'était pas visible. En fait, c'est un virus, on sait évidemment. Et alors, il s'est mis à transmettre la rage aux lapins par des inoculations intracérébrales, en utilisant des extraits de cerveau provenant d'animaux enragés. Et quand il fait ça, en intracérébral, il faut 1 à 2 semaines, au lieu de plusieurs semaines ou mois après la morsure. Donc il miniaturise le procédé en le rendant plus pratique, sinon il aurait mis 10 ans à trouver son vaccin. Alors il fait ce qu'on appelle le virus fixe. Il s'aperçoit que par passage, à partir de l'animal qui est enragé par son cerveau sur des cerveaux de lapin de façon itérative, assez vite, il exacerbe la virulence, et cette virulence va être mesurée par l'incubation qui est de moins d'1 semaine. Donc il arrive à transmettre la maladie en moins d'1 semaine, et c'est ce qu'il appelle le virus fixe. C'est hyper virulent, isolé en 1881 par cette manip. Donc après, l'idée, c'est à partir du virus fixe, qui est bien stable, il faut l'atténuer. Et il met au point, avec Roux, un très très grand rôle. Il a énormément d'idées. Pasteur a beaucoup profité de la collaboration avec son élève. Et il a mis au point un procédé pour atténuer. C'est-à-dire, ils prennent des moelles épinières et ils les mettent dans des bocaux avec dessiccation, et ils sont exposés de façon prolongée à l'air. On fait barboter avec de l'air stérile, évidemment, dans des flacons de verre. Et dans ces conditions, ils perdent la virulence en à peu près 15 jours. En fait, ils diminuent considérablement la charge virale et probablement qu'ils sélectionnent des agents, des virus beaucoup moins virulents. Et donc, ils ont un procédé pour diminuer la virulence en desséchant les moelles épinières bourrées de virus, du virus fixe provenant de lapins. Et là, c'est une idée lumineuse, et on ne peut que s'incliner devant cette idée, parce que c'était pas du tout... Il y avait beaucoup d'essais de vaccination à l'époque, je passe, tous étaient des échecs. Pendant le début du 19e siècle, on essayait de vaincre le mal par le mal, à l'instar de ce qu'avait fait Jenner, et puis la variolisation, qui est une autre histoire. Et donc, là, il a une idée de génie. Du fait de la très longue incubation de la rage, du fait que la rage est une maladie toujours mortelle, Pasteur va imaginer d'utiliser son virus atténué comme traitement, non pas comme prévention, mais comme traitement, pour stimuler la résistance des patients. Donc l'idée, c'est que là, vous avez une incubation de 3 semaines, mais ça peut aller beaucoup plus loin.
eh bien, on va traiter l'animal à qui on a injecté le virus dans le cerveau, on va le traiter par des injections itératives, et quand il fait ça, eh bien, les chiens sont protégés. Voilà, il est à ce stade expérimental. Et là-dessus, il arrive à l'hôpital Necker des enfants malades plutôt à l'époque, Joseph Meister, 9 ans, qui va au service de Grancher, qui est un service de pédiatrie, et ce jeune garçon, qui est un pâtre venant d'Alsace, a de sévères morsures par un chien enragé aux mains, aux jambes, aux hanches. Il reçoit 12 injections. Alors, Pasteur a beaucoup hésité. Il y a eu un dialogue très très intense avec. Il voulait pas le faire. Les médecins l'ont convaincu en disant il est perdu. De toute façon, il faut faire ça. Mais imaginez quand même le risque qu'il a pris, parce que si ça n'avait pas marché, on aurait dit il fait n'importe quoi, etc. Il a pris énormément de risques. J'ai pas mis aujourd'hui, parce que j'avais pas le temps, les caricatures de Pasteur contre la vaccination. Pasteur qui vaccine avec toutes les caricatures de l'époque. Et il a été beaucoup malmené. Bref. Il ne développe pas la maladie, il survit. Quelques mois plus tard, en octobre, un Jean-Baptiste Jupil, berger du Jura, a été aussi sévèrement mordu et il est protégé avec succès. Alors là, si vous voulez, c'est la gloire, parce que une maladie toujours mortelle, c'est la première fois, à ma connaissance, que les médecins, même s'il n'était pas médecin, la vaccination avait été faite par des médecins, qu'un médecin guérit une maladie toujours mortelle. C'est arrivé avec la rage. Le deuxième événement, c'est en 1921, la découverte de l'insuline. Le diabète de type 1, qui est toujours mortel chez le jeune, était guéri par l'utilisation de l'insuline. Et donc, dès octobre 86, vous vous rendez compte la rapidité. Maintenant, quand on fait un vaccin, il faut 10 à 15 ans pour qu'il soit commercialisé. 2490 patients ont été vaccinés rue d'Ulm. Seulement 10 vont sur 1726 patients français. On dit patients français parce qu'ils venaient de toute l'Europe, et en particulier de Russie, etc. Et ces 10 patients, et donc ils étaient probablement vus plus précocement que des gens qui arrivent de Russie. Au même moment, une enquête révèle que la mortalité de la rage, que la mortalité consécutive à des morsures, c'est 40%. C'est-à-dire que quand vous êtes mordu par un chien enragé, évidemment les détracteurs de Pasteur disaient oui, mais en fait il n'avait pas la rage. Eh bien non, pas du tout. Il y a une proportion importante de l'ordre de 40% qui développent la rage parmi les 320 contrôles, et alors que pour Pasteur, il y avait moins de 0,5% de mortalité. Pardon, c'est 40% de mortalité. Mais les morsures, c'est quelque chose comme 40% aussi. Quand vous êtes mordu par un chien, vous avez 40% ou 50% de chance de faire la maladie. Et donc là, il avait une super protection, et c'est le premier traitement efficace contre une maladie. Vous voyez, ça, c'est la salle d'attente de Pasteur. Pasteur qui faisait lui-même les vaccinations avec d'autres, et il y avait tellement de monde qu'il fallait faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'était créer l'Institut Pasteur. Et donc, Pasteur, on crée l'Institut Pasteur avec 3 objectifs. Donc, c'est une souscription publique en France. C'est pas les pouvoirs publics. Au cours du 19e siècle, les politiciens n'étaient pas intéressés par la recherche. Et Napoléon III, qui a aidé Pasteur un petit peu comme ça, mais il n'y avait pas de politique. Et finalement, c'est une initiative, contrairement à l'Allemagne, par exemple. Et c'est finalement une initiative populaire, une souscription publique avec un enthousiasme incroyable qui a réuni une grosse somme. Et je crois quand même que la mairie a dû donner le terrain. Et voilà l'Institut Pasteur qui a été créé. Et Pasteur le définit comme un institut qui doit être un dispensaire public pour traiter la rage, un centre de recherche sur les maladies infectieuses et un centre d'enseignement pour étudier la microbiologie. Alors c'est le triomphe. En 1892, à la Sorbonne, il y a une immense cérémonie. Il est couvert d'honneurs, il reçoit tous les honneurs possibles et imaginables. Là, on le voit au bras de Sadi Carnot, avec Lister, symboliquement, c'est à la Sorbonne ce tableau, symboliquement qui vient le féliciter en présence de tous les professeurs, et donc il rentre dans le giron de la médecine, si je puis dire. Voici la dernière photo de Pasteur quelques mois avant sa mort. Il était atteint à l'âge de 42 ans, il a fait une attaque qui était une
ramollissement cérébral par thrombose. Il devait avoir, à mon avis, une maladie génétique qui lui donnait une propension à faire des thromboses. Il a fait plusieurs attaques à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'il est mort quand même pas si vieux que ça, parce qu'il est né en 1822, il est mort en 1895. Alors, voici l'évolution de l'espérance de vie depuis le XVIIIe siècle. La fin du XVIIIe siècle, ici, l'espérance de vie du temps de la Révolution française et des rois, c'était moins de 40 ans. En gros, c'est moins de 40 ans. La vaccination générienne a été un plus extraordinaire puisqu'on éradiquait au cours du XVIIIe siècle, chaque année en Europe, on avait 600 000 morts par variole. Donc l'éradication progressive de la variole a probablement été un plus. Pasteur arrive, l'hygiène, plus d'autres facteurs, hein, l'amélioration des conditions de vie, la découverte des germes, la découverte de la contagion des germes, on augmente par 32% l'espérance de vie. Et à partir de 1960, il y a toutes sortes de découvertes, depuis les antibiotiques utilisés couramment, les anticoagulants, etc., qui fait encore augmenter de 23%. Ça, plus une vie saine, plus une naissance bien en sécurité, ça fait qu'on passe de 40 ans d'espérance de vie à 80. Alors, si je résume ce que j'ai dit, Louis Pasteur a ouvert une ère nouvelle, indubitablement il y a avant et après. Louis Pasteur est un scientifique exceptionnel. Alors, ce qui caractérise un scientifique exceptionnel, c'est d'abord un très bon observateur. Vous pouvez être un bon scientifique, mais si vous ne faites pas des observations rigoureuses, un expérimentateur hors pair, avec beaucoup d'imagination, une audace, je dirais que il aurait pu aussi bien avoir toutes sortes d'ennuis dans sa carrière, mais il était extrêmement audacieux. Il était philosophe, intrépide et excellent communicateur. Ça, c'est aussi un point très fort. Et il n'hésitait pas à convoquer les journalistes, etc. Donc, on est parti des cristaux de la vie, de la symétrie de l'univers. On arrive à la théorie des germes de la fermentation et de la putréfaction. Et bien, chaque fermentation et putréfaction est due à un germe. On passe par la contamination de l'air et on dégomme enfin la génération spontanée qui était quand même un obstacle épistémologique très important au progrès. Puis les maladies infectieuses, eh bien, on s'aperçoit que les maladies infectieuses comme les fermentations sont dues à des germes spécifiques. Puis on peut moduler la virulence, on peut la perdre ou au contraire l'exacerber. Et il y a des porteurs de germes et des réservoirs. La notion de réservoir vient aussi des travaux directs de Pasteur. Et puis la naissance de l'immunologie à la fin et des vaccins. Et donc les nouveaux concepts, c'est la pasteurisation, l'hygiène, la prévention, les vaccins et les antibiotiques. Les antibiotiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est difficile de faire un compendium de l'œuvre de Pasteur en 1 heure. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Et je serai content si vous avez quelques questions à poser.